Notre histoire commence à 60 km au nord-ouest de Strasbourg, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est dans l'une des forêts de ce massif de basse montagne qu'une découverte archéologique majeure a eu lieu en septembre 2016, dans la sérendipité la plus totale. Jacques et Françoise Mailloux randonnent comme à leur habitude lorsque les yeux de Françoise sont attirés par quelque chose. Tout d'un coup, je vois un énorme cep à proximité du sentier. Je m'apprête à le cueillir, et là j'en vois un encore plus gros à quelques mètres. De fil en aiguille et de cep en cep, on s'était complètement enfoncé dans la forêt et on s'est retrouvé allongé un muret en pierre à moitié en ruine, complètement recouvert de mousse. Curieux, le couple explore les environs jusqu'à ce que Jacques trébuche sur un étrange objet, certainement remonté à la surface suite aux nombreux épisodes pluvieux des semaines précédentes. Cet objet est un fragment d'une amphore en terre cuite que l'on voit ici reconstitué après coup par des archéologues. Souvent je me dis, et si on avait continué sur le sentier plutôt que de s'en éloigner ? Le sentier. S'ils sont si joyeux, c'est que Françoise Mailloux est historienne et elle fait très vite le rapprochement entre cette poterie et un livre qu'elle a longuement étudié. Il s'agit des Chroniques antiques alsaciennes, rédigées au XVIe siècle par Hans Friedrich Goll, ouvrage dont une partie puise son inspiration dans les tablettes que les historiens connaissent sous le nom de fragments d'hypogène. Hans Friedrich Goll avait entrepris dans ses chroniques de raconter l'histoire de l'Alsace en remontant le plus loin possible, en s'aidant d'ouvrages historiques antiques qu'il avait quasiment recopiés mot pour mot. Parmi ces ouvrages, on trouve les tablettes d'Hippogène, gravées au 7e siècle avant notre ère par Hippogène d'Antigonie, auteur grec connu pour avoir voyagé avec ses disciples à travers l'Europe afin d'identifier et de recenser les cultures et civilisations autochtones. Ces tablettes sont le fruit de ses recherches. Elles sont appelées fragments d'Hippogène car seules 7 d'entre elles ont été retrouvées, bien qu'il en existait vraisemblablement 47 à l'origine. Ces tablettes sont de précieux outils pour les historiens du début de l'âge du fer, puisqu'elles livrent de nombreuses informations sur les cultures de l'époque. Une des tablettes évoque la civilisation acadienne qu'Hippogène d'Antigonie aurait rencontrée dans une région qu'on assimile au nord de l'Alsace actuelle. Les quelques informations données par cette tablette indiquent entre autres que les Acadiens ont une excellente maîtrise des sciences. Comme aucune autre culture ne semblait correspondre à cette description, de nombreux historiens ont pensé que les fragments d'Hippogène n'étaient pas de véritables comptes rendus de voyage, mais relevaient plutôt du récit imaginaire. Cependant, bien que les textes de ces tablettes soient romancés, les renseignements qu'ils donnent par ailleurs sur les cultures que nous connaissons coïncident relativement bien avec les preuves matérielles ou écrites que nous avons aujourd'hui. Françoise Mailloux, qui connaît le livre de Hans Friedrich Goll et qui a donc déjà eu vent des Acadiens et de l'absence de consensus parmi les historiens pour savoir s'ils ont réellement existé ou non, se demande si, par le plus miraculeux des hasards, cette poterie ne pourrait pas être le premier artefact acadien découvert. Cela semblerait trop beau pour être vrai, mais afin d'en avoir le cœur net, elle contacte Fabrice Despins, archéologue renommé spécialiste de l'âge du fer. Contre toute attente, ses conclusions sont frappantes. La poterie sur laquelle Jean Mailloux a trébuché ne semble correspondre à aucune culture locale connue. Toute une équipe est alors mobilisée pour continuer les fouilles sur le site. De nombreuses autres poteries sont découvertes et analysées. Selon les archéologues présents, les caractéristiques de ces objets ne ressemblent en rien à celles des objets anciens trouvés habituellement dans la région. L'effervescence sur le lieu des fouilles est totale. En plus de ces poteries, on retrouve d'autres objets comme des pierres taillées ou encore des petits rivets et des clous métalliques. La télédétection subtopographique permet de localiser les affaissements souterrains et révèle l'empreinte de chemins et de bâtiments qui ont tassé cette terre des siècles plus tôt. Quelque chose d'extraordinaire se produit alors. On s'aperçoit que la disposition des bâtiments coïncide parfaitement avec celle des étoiles qui forment la constellation d'Orion, ce qui prouve que ceux qui ont vécu ici avaient de solides connaissances en astronomie. Les mois passent et les fouilles continuent dans les Vosges du Nord. Mais c'est à Strasbourg que se joue le deuxième acte de la découverte des Acadiens. Nous sommes en mai 2017, les travaux de prolongation d'une ligne de tramway viennent de commencer. En creusant, les ouvriers trouvent des poteries qui paraissent anciennes. Comme le protocole le prévoit dans ce cas, des archéologues se rendent sur place. Ce qu'ils découvrent les stupéfait. Les poteries ont exactement les mêmes spécificités que celles trouvées dans les Vosges du Nord. Mais ce qui est particulièrement exceptionnel, c'est qu'en plus des poteries, on retrouve des fragments d'un squelette enfoui. Martine Wejnek-Grandjean est une paléoanthropologue renommée qui accourt sur place en apprenant la nouvelle. J'avais déjà entendu parler des Acadiens et à vrai dire, j'y croyais pas vraiment. Mais
Mais bon, avec toutes ces découvertes récentes, j'étais en droit de me demander si nous ne venions pas d'exhumer un individu acanien pour la toute première fois. Ça serait... fou. Oui. Les ossements sont alors soigneusement déterrés. Des fragments sont envoyés dans des laboratoires pour être analysés. Ce sont Louise Anne-Rive et Altine Yilmaz qui s'en chargent. À travers divers tests, ils tentent de déterminer l'âge et l'origine de l'individu dont les restes ont été retrouvés. Leurs conclusions seront un séisme dans le monde de l'archéologie. L'observation des cellules osseuses au microscope montre une forte concentration en ostéocytes, caractéristique que l'on retrouve généralement sur les ossements datant d'entre 2000 et 3000 ans. L'analyse par tomodensitométrie n'apporte pas d'indices complémentaires. En revanche, l'analyse génomique des rares tissus biologiques ayant pu être retrouvés se révèle stupéfiante. L'empreinte génétique de l'individu est différente de celle de toutes les autres populations de l'époque que l'on a pu étudier jusqu'alors. Si en soi, rien ne permet d'affirmer que l'individu retrouvé était effectivement un acanien tel qu'Hippogène les avait décrits, cette hypothèse se répand de plus en plus au sein des archéologues. Pendant ce temps, des pierres gravées découvertes dans les Vosges du Nord permettent au mathématicien Yassine Tirdoff de percer les mystères de la numération acanienne. Avant de voir quel symbole numéraire était utilisé par les acaniens, faisons un petit détour par le nombre 4 qui semble si important dans cette civilisation. 4 est un nombre aux propriétés mathématiques remarquables. C'est à la fois 2 plus 2, 2 multiplié par 2 et 2 puissance 2. Aucun autre nombre n'a cette propriété. La symbolique du 4 n'est pas sans reste non plus, tant ce nombre se retrouve partout. On peut penser aux 4 points cardinaux, aux 4 membres du corps humain, aux 4 éléments dans la Grèce antique et dans la tradition alchimique, aux 4 nucléotides qui composent notre ADN et codent à eux seuls l'entièreté du vivant, ou bien encore aux 4 saisons. Le nombre 4 a une autre propriété étonnante dans le cadre des théories cognitives. Il s'agit du nombre limite à partir duquel il devient nécessaire de compter si on veut énumérer un certain nombre d'objets. Par exemple, si je vous demande combien il y a de poissons dans cette image, vous pouvez savoir quasi instantanément qu'il y en a 4 sans avoir besoin de les compter. En revanche, si je vous demande combien il y a de carottes dans celle-ci, cela vous prendra un peu plus de temps, car vous devrez recourir au comptage pour savoir qu'il y en a 9. On appelle cette capacité quasi innée de perception des petites quantités le subitizing, et c'est certainement cela qui est à l'origine de la numération quaternaire des acaniens. Le système acanien a un symbole pour chacune des puissances de 4, ainsi que pour les doubles et triples de celle-ci. Commençons avec 4 puissance 0, c'est-à-dire 1. Voici le double de 1, et voilà le triple de 1. Passons maintenant à 4 puissance 1, donc 4, c'est-à-dire un paquet de 4 unités. Voici à présent le double de 4 et le triple de 4. Nous pouvons continuer avec les puissances suivantes de 4. 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384 et 65 536. Puis les doubles et les triples de ces puissances. Maintenant que nous avons nos symboles, nous pouvons assembler ces briques élémentaires pour écrire des nombres. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de les ajouter les uns aux autres jusqu'à ce que l'addition de ceux-ci forme le nombre désiré. Par exemple, si je veux écrire le nombre 1000, je peux le décomposer en 768, plus 128, plus 64, plus 32, plus 8, ce qui nous donne ce nombre. Dans l'autre sens, pour savoir combien représente ce nombre, il me suffit d'additionner ces termes. 256 plus 64 plus 32 plus 12 plus 1, c'est-à-dire 365. Et voilà, désormais vous savez tout sur la numération acanienne. Du moins, tout sur la manière dont elle s'écrit, car la manière de prononcer ces nombres a malheureusement été perdue au cours de l'histoire. En août 2018, une équipe composée de l'archéologue Sylvie Pelletier et des géomètres topographes Valéria Jacobi et Pierre Jardin décide d'étendre la zone de recherche sur le site des Vosges du Nord. Plutôt que de chercher directement aux alentours de la zone de la découverte initiale, ils décident de faire une étude topographique d'une zone plus large. L'analyse des données prouve l'existence de certaines zones particulièrement denses, représentées ici en rouge, qui pourraient être la preuve d'une présence humaine établie ici il y a plusieurs millénaires. La détection par induction magnétique confirme très vite cette hypothèse, car on y découvre d'anciennes pièces en métal. Daniel Schubert, spécialiste des métaux anciens, se rend sur les lieux des fouilles au plus vite.
Ces pièces, bien que typiques de ce qu'on retrouve au début de l'âge du fer, sont tout de même assez singulières. Mais la plus grande découverte, ce ne sont pas ces pièces, ni même les pointes de flèches particulièrement bien conservées qu'on a retrouvées. Mais il s'agit d'un objet en forme de disque, autour duquel tournent 2 bandeaux circulaires. L'objet en bronze, qu'on a daté du 8e siècle avant notre ère, montre une excellente maîtrise de l'artisanat des métaux pour l'époque. L'objet comporte 366 poinçons, ce qui nous a laissé penser qu'il pouvait s'agir d'un des plus vieux calendriers retrouvés. C'est une découverte exceptionnelle qui nous montre l'ampleur des connaissances scientifiques de l'époque. Le calendrier akanien est composé de 16 mois. Chacun de ces mois contient 22 jours. Pour arriver à 365 jours, il faut ajouter 13 jours, qu'on appelle des jours épagomènes. 12 d'entre eux sont répartis ainsi, 2 à chaque solstice ou équinoxe et 1 2 mois plus tard. Le 13e jour épagomène suit un cycle de 4 ans. La première année, il se situe au solstice d'hiver, la deuxième à l'équinoxe de printemps, la troisième au solstice d'été, la quatrième à l'équinoxe d'automne, et ainsi de suite. Les compétences en astronomie des Akaniens leur avaient permis de calculer que l'année solaire ne durait pas exactement 365 jours, mais environ 365,25. Pour pallier à cela, un jour supplémentaire est ajouté tous les 4 ans. Comme le 13e jour épagomène, il tombe au solstice ou équinoxe, mais selon cette fois-ci un cycle de 16 ans. Jusqu'à ce jour, on pensait que le système d'années bissextiles et de journées intercalaires avait été introduit avec le calendrier julien sous le règne de Jules César en 46 avant notre ère. Cette incroyable découverte montre que les Akaniens avaient plusieurs siècles d'avance sur le sujet. Cependant, malgré l'abondance de preuves, certains sceptiques contestent les découvertes. Armand Guillon, professeur agrégé d'histoire antique, est l'un d'eux. Les éléments qu'on a proviennent de vérifications rigoureuses, et moi, je vais vous faire une synthèse de nos recherches. Avec d'autres historiens et archéologues, il a développé une théorie qui permet de réfuter l'existence non seulement des Akaniens, mais également celle de tous les artefacts trouvés sur les différents sites de fouilles. Il y a tout un tas de détails qui ne coïncident pas entre eux, et qui nous questionnent sur la véracité de l'existence des Akaniens. Nos investigations nous ont d'abord mené à une vidéo dont les métadonnées montrent qu'elle a été prise le 16 mars 2017. On y voit un certain Steven Lepage faire une visite guidée à Strasbourg sur le lieu d'un soi-disant ancien tombeau akanien. Pourtant, à cette date, si on en croit la version officielle, aucune fouille liée aux Akaniens n'avait encore été réalisée à Strasbourg. Ce Steven Lepage nous a donné du fil à retordre puisqu'il n'existe aucune trace de lui en dehors de cette vidéo. Mais grâce à un algorithme de reconnaissance faciale, nous avons pu déterminer que Steven Lepage était en fait Victor Dian, spécialiste autoproclamé des Akaniens. Par la suite, nous nous sommes rendus compte que la totalité des informations qui existaient sur les Akaniens avaient été inventées par cette même personne, que ce soit les soi-disant fouilles ou bien l'existence même d'Hippogène d'Antigonie dont on ne retrouve aucune trace. Toutes ces preuves nous permettent d'avancer la théorie suivante: les Akaniens n'ont jamais existé ailleurs que dans l'imagination de Victor Dian. Ces théories, marginales et absurdes, sont loin d'inquiéter les archéologues de terrain qui continuent les fouilles à la recherche de nouvelles découvertes qui viendraient consolider notre connaissance des Akaniens.